Le grand angle dans un instant, Rokhaya Diallo publie Ne reste pas à ta place ou comment s'accomplir en ne faisant rien de ce qui était prévu. Rokhaya Diallo, une femme de conviction, est avec nous dans le 64 minutes. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour. Alors votre dernier livre Ne reste pas à ta place vient de sortir avec ce sous-titre. Il y a deux sous-titres en fait, un en première page et puis un à l'intérieur. Oui. Comment arriver là où personne ne vous attendait, c'est aux éditions Marabout. Alors je vous présente en quelques mots, vous êtes journaliste, notamment chroniqueuse à LCI, autrice, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Voilà. On adopte le mot. Documentariste et aussi conférencière en France et à l'étranger. Et vous êtes aussi l'une des fondatrices de l'association Les Indivisibles. Alors d'abord un mot sur cette association indivisible, parce que la République est indivisible et donc les Français, blancs et noirs, sont ou devraient être absolument. L'idée, c'est de dire que on a souvent tendance à désigner certains Français comme étant moins français que d'autres parce qu'ils ont des origines étrangères. L'idée, c'était de rappeler la Constitution, sa valeur à la fois symbolique et politique, et de dire qu'on n'était pas moins français parce qu'on avait des origines autres et qu'on n'avait pas vocation à être décrit différemment pour cette simple raison et être minoré. Donc on peut assumer des origines étrangères, bien sûr, mais nous sommes tous, partageons tous un destin politique, tous et toutes. Oui. Alors ce livre ne reste pas à ta place, vous l'avez écrit pour qui? En pensant à qui? Bon, en premier lieu, c'était une manière de répondre aux questions qui me parviennent régulièrement de la part de personnes plus jeunes que moi qui me demandent comment j'ai fait et comment je fais. Donc comment j'ai fait pour être là où je suis aujourd'hui et comment je fais pour résister aux attaques dont je fais l'objet assez régulièrement. Et comme je répondais souvent de manière assez individuelle, je me suis dit, oui, je vais me pencher sur ça. J'ai commencé à travailler dans les médias en 2009, donc on arrive en 2019, ça fait exactement 10 ans. Je me suis dit, c'est un cycle et peut-être que c'est le moment de me pencher sur toutes les aventures qui me sont arrivées. C'est pas un mode d'emploi ou c'est pas un livre de recettes pour se faire une place dans la société, c'est pas ça. Alors c'est un livre qui est paru dans une collection de développement personnel et c'est un livre sur l'estime de soi, mais après il n'a pas du tout de vocation sacrée. C'est pas une Bible, c'est pas un Coran. Absolument pas, j'ai pas encore cette vocation. En même temps, moi je pense que j'ai tiré des enseignements de mon parcours. C'est un parcours singulier, mais je pense que toute singularité a une vocation universelle. Et ces enseignements-là, je voulais les partager parce que je pense que j'en ai tiré des principes qui m'aident au quotidien et je crois que c'est important de pouvoir les échanger. Justement, vous dites ne reste pas à ta place. Quelle était votre place au départ? Alors moi, je suis née à Paris, dans une famille immigrée du Sénégal. Mes parents sont immigrés du Sénégal, plutôt issus de la classe ouvrière. Et voilà, famille musulmane, issue du quartier populaire. Donc j'ai vécu une enfance très heureuse, malgré la modestie des finances de mes parents. Et aujourd'hui, j'évolue dans un milieu plutôt entouré de personnes qui sont issues de classe moyenne ou supérieure, et voilà, vraiment les classes intellectuelles supérieures. Donc a priori, à ma naissance, c'est pas forcément le destin qu'on aurait pu imaginer si on tenait compte de mon cadre sociologique. Vous êtes devenue ce que vous appelez une Sénégauloise, un très beau mot je trouve. Oui, c'est un très très joli mot qui vient du Sénégal d'ailleurs, c'est comme ça qu'on désigne les personnes qui sont d'ascendance sénégalaise et qui ont grandi en France, donc qui sont à la fois françaises et sénégalaises. C'est mon cas, donc on m'appelle Sénégauloise et je trouve ça joli, mais j'aime bien aussi le mot afropéen, je le trouve très très joli à l'oreille, afropéenne en l'occurrence, et voilà. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous préférez, j'allais dire, de votre identité, qui est sûrement double au minimum, de votre identité sénégalaise et de votre identité française? En fait, j'aime que les deux se conjuguent. Moi, j'ai grandi vraiment entre les deux. Donc, j'ai grandi dans un contexte parisien. Donc, j'allais à l'école à Paris, etc. Donc, ma première langue, c'est le français. En même temps, la langue que j'ai eue à l'oreille en grandissant par mes parents, c'est le wolof. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte, ce dont je réalisais que c'était une qualité, c'est vraiment cette faculté à naviguer d'un monde à l'autre. Quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte que, chez moi, on mangeait du thieboudienne, etc. Et puis finalement, la nourriture exotique, pour moi, c'était les salsifis de la cantine. Et j'aime bien, moi, le fait que cette double culture m'ait permis vraiment de m'adapter à différents milieux culturels et sociaux. Vous diriez que votre culture est une culture musulmane? Oui, je suis de culture musulmane, je suis même de conviction musulmane. J'ai été élevée, je suis allée prendre des cours dans une mosquée du 19e, des cours d'arabe quand j'étais petite avec mon petit frère à Paris. Donc c'est quelque chose qui est important dans ma famille, oui. Et qu'est-ce que l'islam représente dans votre éducation, dans votre identité? Pour moi, c'est vraiment un système de valeurs, vraiment un système de générosité. Notamment, on attache beaucoup d'importance chez moi au partage, à la question du partage, à la question de la famille. Donc pour moi, ça a vraiment été une structure en termes de solidarité familiale, de liens. Et ça a été très très important pour moi dans ma définition personnelle. Donc c'est un islam, j'allais dire, un islam de tolérance? C'est l'islam. Oui, c'est pas. Alors parce que vous voyez où je veux en venir, c'est que certains vous reprochent d'avoir soutenu parfois un islam politique. Qui en fait aurait la prétention d'imposer une grille de lecture de la société et de la politique.
c'est pas votre vision de l'islam? Non, alors moi, bon déjà c'est intéressant parce qu'on parlait des indivisibles, c'est quand même l'indivisibilité, c'est quand même un principe constitutionnel, donc on voit bien que c'est la Constitution que j'invoque, et dans ma première association, c'était pas une association islamique, même si ça n'a rien de, il n'y a rien de mal à le faire. Non, moi ce qu'on me reproche par exemple, c'est de soutenir le droit des femmes à disposer de leur corps, quel que soit ce choix. Et c'est vrai que le choix de certaines femmes musulmanes qui portent le hijab, voilà c'est ça. Moi ça me dérange pas. Et ça, je sais qu'en France c'est très très mal vécu. Et moi je le dis avec d'autant plus de force que je suis une musulmane qui ne porte pas le voile et que je n'ai pas envie que toutes les femmes me ressemblent. Donc je comprends que d'autres femmes fassent d'autres choix. Je vais poser ma question autrement. La religion pour vous, c'est de l'ordre strictement privé, personnel, intime? Pour moi, ça fait partie de moi. Donc je pense que, comme pour beaucoup de personnes, j'estime que j'aurais, si j'en avais envie, le droit de l'afficher avec un vêtement religieux, parce que c'est un droit qui est protégé par la Constitution et par la loi de 1905 sur la laïcité. Mais après, on en fait ce qu'on veut. Il y a des gens qui portent leurs convictions publiquement. Ce n'est pas interdit en France. Moi, c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir des discussions sur la religion à la télévision, par exemple. Mais j'ai des débats chez moi et il y a plein de tendances. Il y a des musulmans progressistes, il y a des débats sur les LGBT, sur le féminisme, dans l'islam aussi bien qu'à l'extérieur. Alors, vous écrivez dans votre livre que 3 femmes ont beaucoup compté pour vous. Il y en a d'autres sûrement, mais en tout cas, ces 3-là. La Française Viviane Forester, la Canadienne Naomi Klein et la Malienne Aminata Traoré. 3 femmes qui ont une vision, on peut dire, altermondialiste du monde et de la société. C'est ça qui vous a séduit chez elles? Oui, intellectuellement, il y a vraiment eu un basculement à l'époque où leurs ouvrages sont sortis sur une certaine conception du monde et sur la manière dont finalement les pays du Sud étaient exploités par les pays du Nord à travers l'industrie, à travers des liens post-coloniaux, à travers effectivement des inégalités structurelles. Et c'est vrai que la lecture de ces 3 femmes m'a vraiment ouverte sur une réflexion que je n'avais pas forcément intégrée. Effectivement, c'est l'époque où on a commencé à nommer ce mouvement-là altermondialiste, mais ça m'a beaucoup frappé, le travail de Naomi Klein sur les industries, parce que évidemment, quand on est une jeune Française, on va s'habiller dans les boutiques où les vêtements ne sont pas chers, mais ce que ça implique... Elle avait écrit nos logos. Absolument, elle avait écrit nos logos sur les marques. Il se trouve que moi, j'étais étudiante et que je travaillais dans une grande enseigne suédoise de prêt-à-porter. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les implications en fait de cette fabrication de vêtements à bas coût et les conséquences que ça avait sur d'autres personnes à l'étranger. Alors au-delà de ces trois femmes, c'est toujours difficile en 2019 de trouver sa place dans la société française pour une femme noire en particulier? Disons que c'est difficile d'être reconnue comme une personne à part entière avec toutes ses compétences. C'est-à-dire qu'on est très très souvent ramené à sa couleur de peau, on est souvent critiqué pour une apparence physique qui n'est pas conforme. Bien sûr qu'il y a des femmes noires qui réussissent, mais c'est vrai que l'expérience qu'on a notamment en politique en France, c'est des expériences de moquerie, de critique, qui ne sont pas liées uniquement à leur activité. Et c'est vrai que moi, j'aimerais pouvoir simplement avoir une vie normale, c'est-à-dire que quand on est une femme noire, trouver par exemple un coiffeur, c'est plus difficile. Évidemment, il y en a, mais quand on sort de la région parisienne, c'est beaucoup plus difficile. Même les coiffeuses qui savent coiffer les cheveux afro, c'est un exemple qui paraît anecdotique, mais je pense que ça parlera. J'allais dire, j'imagine qu'il y a des choses plus importantes. C'est important, c'est important parce que c'est une perte de temps en fait. C'est-à-dire que le temps qu'on passe nous à juste vivre une vie quotidienne, c'est le temps que d'autres femmes passent à faire des choses peut-être plus intéressantes. Et donc ça, ce sont des détails, mais qui nous renvoient à une altérité. Et puis après, il y a toutes les critiques, les moqueries, les discriminations. Les discriminations, j'allais dire. Est-ce que vous avez l'impression que le racisme et les discriminations ont plutôt tendance à reculer dans la France d'aujourd'hui ou au contraire à s'aggraver? Disons qu'elles existent toujours. Si on regarde sur le plan de l'emploi, on voit que quand on a un nom d'origine étrangère, un nom maghrébin, un nom africain, on a beaucoup plus de risques d'être discriminé à l'emploi. On voit qu'il y a quand même, quand on voit, il y a des fonctions où les femmes, si on parle des femmes noires sont surreprésentées. Dernièrement, les femmes de ménage de la place Vendôme ont fait grève et on s'aperçoit effectivement que toutes ces femmes, enfin en tout cas quasiment toutes, sont des femmes africaines. Donc ça interroge sur qui est exploité, de quelle manière et effectivement au profit de quelle personne. Quel rôle jouent les réseaux sociaux là-dedans? Parce que vous aviez, je pense, fait un documentaire en 2014 ou 2015 sur vous les aviez d'ailleurs appelés les réseaux de la haine. Ça n'a pas changé en fait. Effectivement, moi j'ai réalisé un documentaire en 2014 qui s'appelle Les réseaux de la haine suite à un appel au viol que j'avais reçu et à la suite duquel j'ai fait un procès que j'ai gagné. À l'époque, on ne parlait pas de cyberharcèlement, mais je crois que c'est très très important de le dire, notamment pour les jeunes gens. Moi, je reçois régulièrement des menaces, des insultes. À propos de discrimination et d'insultes, la nouvelle ministre, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, elle est d'origine sénégalaise comme vous. Elle s'est fait attaquer, insulter sur les réseaux sociaux de manière incroyable. J'en cite quelques-uns. Les Noirs sont des racailles, la France devient une colonie africaine et l'Élysée un zoo. Comment vous réagissez à ça? Malheureusement, je ne suis pas surprise. Elle a été critiquée aussi sur son apparence physique, sur on parlait de coiffeur tout à l'heure, mais le fait qu'elle porte
porte ses cheveux au naturel a été insulté, en fait, vraiment, y compris par des personnalités politique d'une certaine manière qui disait que ce n'était indigne d'une ministre de se présenter de telle manière. Ça veut dire que l'œil n'est pas encore habitué au corps noir et qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est. Et je crois que les réseaux sociaux sont vraiment à la fois la source de nombreuses attaques, mais aussi une vraie ressource pour des gens qui sont militants pour se connecter, parce que c'est pour ça que je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas que de la haine sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de facultés à se connecter, à créer des mouvements. Je pense au mouvement MeToo, par exemple, au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui est un mouvement contre les violences policières. Vous êtes sur Facebook, sur Twitter? Je suis sur Facebook, surtout sur Twitter. Twitter, c'est vraiment mon média, et Instagram. J'aime bien ces médias-là parce qu'ils me permettent aussi de communiquer avec des gens sympathiques, parfois des gens qui sont en désaccord, mais qui expriment leur désaccord de manière cordiale, qui justifie effectivement un échange. Et moi, j'apprécie cette ouverture que ça me donne sur le monde. On parle de racisme. Comment on pourrait faire pour faire reculer le racisme en France? Déjà, commencer à enseigner peut-être correctement l'histoire du racisme. Le racisme, c'est pas seulement un sentiment individuel, c'est une construction idéologique qui est ancrée dans une histoire assez ancienne. Et je pense que tous les Français, quelles que soient leurs origines, s'en tireraient mieux si on avait l'impression que toutes les histoires étaient reconnues pareillement. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle d'éducation à faire, puis après un rôle de prévention et de dissuasion. Donc si le racisme était sanctionné correctement, peut-être que ça dissuaderait les gens de proférer des propos racistes. Ce que je note aujourd'hui, c'est qu'on peut être en France journaliste, proférer des propos racistes, être condamné sans que ça n'ait vraiment de conséquences sur une carrière. Et ça veut dire aussi qu'il y a une forme de tolérance pour le racisme qui peut-être devrait être interrogée. Il faut légiférer ou il y a assez de lois? Il y a des lois, il faut qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles soient dissuasives, il faut que par exemple les magistrats, les policiers soient mieux formés aussi pour la connaissance des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus. Moi, j'ai été exposée parfois à cette méconnaissance qui n'est pas de leur fait. Je pense qu'il y a une prise en charge de la République qui doit se faire. Mais vraiment, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment le racisme ne coûte pas assez cher aux racistes. Vous ferez un jour de la politique? J'estime que je fais de la politique en intervenant comme ça, mais dans un parti, non. J'ai déjà été sollicitée plusieurs fois. Honnêtement, mon envie aujourd'hui, c'est de faire des documentaires. Vous avez demandé, vous ferez quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère que j'aurai fait des documentaires sur tous les thèmes que j'ai dans ma tête. Donc, il y en a quelques-uns là en silence, en veille. Merci. Je vais terminer par une phrase qui est en fait que vous citez en exergue de votre livre, qui est très belle, qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront ». C'est une phrase de René Char. Tout à fait. J'aime beaucoup cette phrase qui est très volontaire et nous incite à aller de l'avant. Merci beaucoup, Rocaille Diallo. Votre livre donc ne reste pas à ta place. J'y arrive chez Marabout. Merci beaucoup.